Alors aujourd'hui, premier épisode du podcast En Stop Poto. Ici à Almaty au Kazakhstan, on accueille Lucas et Lorenzo. Ouais, let's go. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Alors, Super. pour ceux qui se demandent, qui est cette jeune demoiselle ? Manu, et qui est l'abonné, rencontré à Almaty. On a passé un week-end de fou malade. C'est vrai. Et là, on lance le premier épisode de notre podcast. 3, 4, en stop poto. Parce qu'on fait Paris-Japon en stop. Parce qu'on fait Aussi, Paris-Japon c'est en ça, stop. c'est ça l'idée, c'est ça le l'idée. truc. À travers ce podcast, bon là aujourd'hui c'est un épisode particulier, on est avec Manu et qui est l'abonné, qui nous a préparé quelques questions à nous poser. C'est des questions qui sont beaucoup revenues sur Instagram et TikTok. Et let's go. Let's go. Let's go. Et let's get it. Let's get it. Ok. Alors du coup, Introduction. Ouais, introduction, sinon tu dis jingle. 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 Ok, bah première question, j'imagine la plus importante afin que les gens puissent mieux vous connaître. Pourquoi, en fait, simplement, pourquoi Paris-Japon en stop ? Comment c'est venu ? Tu Comment commences ? l'idée est Je venue ? commence. Tu commences, allez, je te laisse Je lancer. prends le micro. Comment l'idée est venue ? C'était en tout début d'année, on était au ski ensemble, parce qu'on est des très grands skieurs. La powder, frérot, en goji. Ouais. Et ça sent bon derrière. Et en gros, on était un peu bourrés de la veille, je crois. Même bourré du moment. Même beau, ouais, c'est ça. Et notre rêve un peu commun, c'était d'aller skier au Japon. C'était un peu le truc irréalisable, le truc c'est hyper loin, déjà que ça coûte cher de skier. Et le lendemain, il y a un de nos potes qui nous descend en bas de la montagne. Et pour remonter, on n'avait plus de train, plus de bus. Donc on s'est dit, la seule manière de remonter à la station, c'est de faire du stop. Et on est tombé sur des phénomènes qui finalement nous ont ramenés à la station. Et le soir même, rebourré. Et on s'est dit, pourquoi pas mixer les deux idées et aller skier au Japon en stop. Voilà. D'où le Paris-Japon en stop poto. Et c'est une idée vraiment de malade. Aujourd'hui, à travers ces quasiment 2 mois de voyage, on a pu faire, j'ai pas la liste des pays, mais enfin j'ai pas le nombre de pays qu'on a fait, mais on a fait 17 pays, plus de 10 000 km parcourus en stop. Expérience de fou avec le frérot. Et là on est au Kazakhstan et ce soir on s'envole vers un autre pays. Ouais, c'est ça. Vous verrez dans l'épisode numéro 2. Est-ce que ça a été bien expliqué ? Ouais, très bien. Très bien expliqué. Très bien expliqué. Et donc du coup, une autre question en découle. Pourquoi les réseaux ? Pourquoi partager ça sur les réseaux ? Et est-ce que vous vous attendiez à autant marcher sur les réseaux ? Bah pourquoi les réseaux c'est une très bonne question. Au début, moi de ma part, je voulais créer du contenu sur les réseaux. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris quand même un rythme où on poste quotidiennement sur Instagram et TikTok. Et je pense qu'on poste du contenu plutôt qualitatif pour la communauté. Pourquoi les réseaux ? Au début, c'est sûr que on voulait soit faire un journal de bord ou quelque chose comme ça, où on voulait pouvoir remontrer cette aventure à nos petits-enfants. Et via le contenu qu'on arrive à créer aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure manière. Et en plus de ça, on arrive à susciter de l'engouement de la part de la communauté. Après, la deuxième question, est-ce que tu t'attendais à ça ? Aussi pour rajouter, c'était en plus de créer une commu et proposer du contenu quali à des gens qui ne nous connaissent pas, c'était aussi de base une manière de donner des news à nos proches, nos familles en temps réel. Sortir des vidéos tous les jours, qu'ils puissent nous suivre sans que le soir j'ai à faire un call avec les 18 membres de ma famille pour leur dire voilà c'était cool, aujourd'hui on a fait ça, ça, ça. Là ils me demandent ça s'est passé comment, je lui dis attends la vidéo à 18h et arrête de me poser des questions, tu vois. C'est vrai. Et sur la deuxième question, si on s'attendait à que ça marche autant, je pense que la différence qu'on avait entre Lolo et moi, c'est que j'avais plus ce truc de ça sera mon journal de bord et même si dans 6 mois il y a que 400 gars qui regardent, c'est ok, tu vois. Et je m'attendais pas forcément à que ça pète autant. En 4 jours, on a fait genre 18 000 abonnés sur TikTok et en 1 mois et demi, on en a fait 30 000 sur Insta. Sur TikTok, je me suis dit qu'il y a un monde où ça pète plus parce que c'est plus simple. Le contenu peut être plus facile à poster et l'algo pète un câble plus facilement. Sur Insta, j'aurais jamais imaginé avoir 35 000 abonnés en 50 jours, quoi. Ouais. Voilà. Et pour rajouter,
En vrai, on n'était pas prêt à avoir autant d'abonnés. Enfin, je pense ouais, comme il a dit, sur TikTok, c'est forcément un peu plus facile, etc. Mais je pense que ça nous a poussé à continuer à créer du contenu. Parce qu'on a vu l'engagement qu'il y a eu dès le début. Au 3e jour sur TikTok, on avait déjà 20 000 abonnés. On était en mode waouh, c'est trop stylé. Donc on s'est dit, bah let's go, on continue. On a gardé cette cadence de là avec une vidéo par jour. Et au final, on est fiers de ça. Tu regardes sur nos comptes, quand on regarde toutes les vidéos, on rigole et tout. Alors que si on avait fait juste quelques vidéos, peut-être qu'on aurait eu moins de souvenirs, etc. Et c'est vrai qu'au début, on s'est posé une question de est-ce que finalement on reste sur. En fait, là, on a l'avantage d'avoir 4 heures de plus qu'en France. Donc, on a un joli oreiller de 4 heures pour finaliser la vidéo et la poster à 18h en France. Un joli oreiller. Hein. Un joli coussin. Un bon bâtiment. Et alors qu'au début, quand on était Allemagne, Autriche, on était toujours en retard. Genre, il était 20h, on était faut poster. Les vidéos, ils n'avaient pas de sous-titres. On était dans le jus, on avait des trucs à faire. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on dose pas? Est-ce qu'on prend pas à minima un jour de retard? Est-ce qu'on fait pas une vidéo plus le jour 3, 4, 5 en une vidéo, quoi, pour être un peu plus à l'aise et pas perdre du temps, parce que aussi, du coup, ça nous faisait perdre du temps avec les gens qu'on rencontrait, avec les activités qu'on voulait faire. Parce que ouais, c'est dur. Ouais. La vérité, sur le jour numéro 1, on a fait plus d'1 million de vues sur Instagram. On dit, ouais, c'est Tario Aka le monteur, donc un de nos potes. Mais la vérité, il a monté 0 vidéo. C'est nous, on monte toutes les vidéos tous les jours. Donc tu organises tes journées. Donc déjà, tu dois faire du stop, avancer, c'est galère. Et en plus de ça, tu dois faire des vidéos. Après, Et les monter, les éditer, etc. Après, grosse force à Tario, qui a le monteur. Juste, si à la base, on était parti pour qu'il monte les vidéos, mais en fait, en termes de logistique, trop compliqué. On prend chacun énormément de vidéos sur nos tels. S'il fallait tout le temps envoyer pour que ça soit prêt 1 heure après, là, nous, on commence à prendre des vidéos dès le matin. On commence à mettre sur la timeline, sur CapCut, et pouvoir organiser petit à petit. Et quand il est 18h chez nous, on a déjà en tête comment ça va se foutre, quelle gueule elle va avoir la vidéo. Et c'est beaucoup plus simple que finalement envoyer des vidéos au compte-gouttes toute la journée à un monteur. Et donc voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on a le rythme. Maintenant, on a pris le rythme. Là, c'est le cheat code. C'est que maintenant, on est habitué à ça et on sait comment on organise nos journées. Mais par contre, ouais, les vidéos et le montage, ça prend une grosse partie de nos journées et une grosse partie de notre temps. Je sais pas si Manu l'a vu parce qu'on a été vraiment en dilettante sur les 2 jours avec elle. Mais J'ai bien vu, c'est vrai que dans les bars ou quoi que ce soit, il y en a toujours un avec ses écouteurs, en train de monter la vidéo, l'autre machin, nanana. Quand il y a moi, ça va, je peux, faire l'entertainment avec un des deux. Mais sinon, l'autre, il est juste tout seul, en fait. Genre, ouais. Mais c'est plutôt cool, je trouve. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique. C'est bien organisé. Dès qu'il y en a un qui sort de la douche, il est là en mode « Ouais, j'ai une idée, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. » Franchement, non, c'est cool à voir. Il y a une belle dynamique. Donc voilà. Top. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter par rapport au réseau ? Je crois qu'on est bon. Hein. Je crois qu'on est bon. Et merci en vrai. Merci à la commu. Parce que là, on prépare vraiment un truc de fou pour le mois de décembre. Ouais. Et bon, vous le verrez sur les réseaux. Donc allez rejoindre le Instagram et le TikTok frère-vert-l'est. Mais merci à tous parce que vous nous avez aidés. On vous a demandé en story des informations. Vous avez su nous répondre et pouvoir nous aider sur ça. Et là, on est super contents parce qu'on se rend compte que on a de l'aide venant de gens qu'on connaît pas. Et en vrai, c'est archi cool. Et en plus de ça, ils font ça avec le cœur. Donc on se sent soutenu à travers notre projet. Et tous vos retours tous les jours, ça fait trop plaisir. Voilà, petit moment, petite larme, quoi. J'ai juste vérifié que ça tourne encore. C'est good. Ça sera pas coupé à la caméra, les gars. Non, on n'a pas une régie derrière, on n'a pas une production. Ok, bah super, très bien. Petit débrief sur ces 10 premières minutes de podcast. Qu'est-ce que vous en avez pensé Bah, ça va, je me sens à l'aise. Hein. Tu te sens à l'aise? Devant la caméra, je suis comme un poisson dans l'eau. Nickel. Ouais, bah c'est sympa, moi je sais pas trop. Où Moi je suis Al, tu vois. Moi dès qu'il y en a un qui parle, je regarde. Mais il y aura vraiment pas de montage du tout. Non, il y aura pas de montage. D'accord, Il y aura super. pas de montage, Manu. Super. Encore plus à l'aise la meuf. Ok. Alors, d'autres questions. Par exemple, niveau budget, c'est comment? Est-ce que vous avez un budget par jour à respecter? Est-ce que vous avez un budget à la semaine? Comment vous gérez ça, etc., etc. Parce que c'est vrai que la thune, ça intéresse les gens. Ah, La thunasse. On va être honnête. Là,
En vrai, sur les réseaux, on fait poireauter. En vrai, on va être honnête. Ouais, On va jouer honnête. On va jouer grand jeu. On est parti avec 10 000 euros. Il ment 2000. Honnête, putain. On est parti avec 10 000 balles, 5 000 chacun. Mais comme on est une équipe, c'est 10 000 balles. Comme une équipe, c'est 10 000 balles. Dans ce budget-là, les 10 000 balles, c'est censé nous tenir jusqu'à la fin du Japon. Si on décortique un peu le budget, on a 2 000 euros pour le Japon et après on a un peu d'argent pour les visas dans les différents pays. Mais voilà, 10 000 euros, si tu le divises en nombre de jours, ça nous fait 25 euros par jour. C'est ça. En gros, c'est le budget qu'on essaie de respecter, qu'on respecte pas du tout. Qui est dur à respecter en fait. Qui est dur à Parce que respecter. Rien que si on dort dans un hôtel, hostel, quoi que ce soit, ça nous coûte directement 20 euros minimum. Et ensuite, ceux qui suivent un peu les aventures, ils voient qu'on mange souvent à l'œil, souvent gratuitement, puisqu'on négocie, etc. Mais c'est vrai que si on veut juste se faire plaisir une nuit dans un hôtel ou même manger, se faire une bonne graillance, parce que ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé, on explose le budget, quoi. Ouais. Et après, quand on passe un week-end avec Manu, je t'en parle pas. Ah, non, je t'en parle pas. On a oublié la négo, on a oublié tout. On a tout oublié. Là, on s'est juste fait kiffer, 80 balles de sushi, je parlerai même pas de la soirée. Bref, au moins on a kiffé le moment, c'est le plus important. Après, ça arrive pas tous les jours non plus, donc... C'est ça, on veut, comme Manu dit, on veut pas arriver au Japon et se dire on a manqué ou on s'est privé des activités ou du bon temps parce qu'on n'avait pas de budget. On préfère voir un peu avec le temps et si on n'a plus de budget à la fin, on verra. Mais ce serait dommage de se priver tous les trucs qui vont nous arriver qu'une fois dans notre vie. Tu vois. Ça m'étonnerait que je retourne au Kirghizistan et au Kazakhstan d'ici les 20-30 prochaines années. Donc autant profiter, essayer de kiffer, faire des activités, payer 30 balles un funiculaire tout nul. Et tout claqué. 6 euros de tamponneuse, par contre, c'était stylé. Ouais, ça, ouais. C'était Manu, sympa. on l'a éclaté. Voilà. Ok. Budget, en termes de budget. termes de La budget. tunasse, la bonne tunasse. La bonne Et tunasse. c'est chaud en vrai. En vrai, c'est chaud parce que, attends, ok, on a commencé avec 10 000, mais combien on a aujourd'hui? On a 4 500 sur le compte et 500 en cash. On a fait la moitié du budget. En sachant qu'en vrai, le budget, c'est pas 10 000 balles, c'est 8 000. Ouais. Parce que le Japon, qui est le point final, on compte avoir 2 000 balles au Japon. Ouais. Donc là, officiellement, il nous reste 3 000 euros de budget. Ouais, c'est ça. Pour encore 100 jours, alors qu'on a 100 jours de voyage, alors qu'on en a fait que 50. Après, on passe par l'Asie du Sud-Est, censé être moins cher. Le problème, c'est en fait, la vérité est que dans les premiers pays qui étaient plutôt chers, on allait tout négocier à l'œil. Ouais. Hôtel, resto et tout. En fait, dans les pays moins chers, tu te dis c'est plus galère. Enfin, je sais pas si c'est plus galère, mais peut-être qu'on est plus gêné ou peut-être inconsciemment, on va moins négocier. Ouais. Là, par exemple, là, on est rien à aller négocier alors que de base, on négocie tout. Et au final, c'est un piège, quoi. Parce que les 25 euros par jour, on les dépense dans les pays, même si ça vaut rien. En Thaïlande, ça vaut que dalle, mais si on dépense nos 25 euros par jour, voilà, on crame le budget, quoi. L'objectif, ça serait d'être un peu en dessous pour avoir un peu de marge, un peu de mou quand on arrive au Japon, quoi. Parce que le Japon, c'est grosse blessure sur grosse blessure. Surtout qu'on veut skier au Japon, les gars. La location de ski, je vous en parle même pas. Donc, il y a un lien qui va arriver prochainement. Vous pourriez faire des dons, les gars. Voilà. Très bien. Ok. Alors, donc moi je suis avec eux dans la chambre, donc je vois qu'ils ont un sac de 90 litres qui est notamment énorme. Et j'ai des questions par rapport à ça. Est-ce que 90 litres c'est trop peu? Est-ce que il vous manque des trucs? Est-ce que t'aurais aimé prendre un truc en plus que t'as oublié? C'est comment? Alors, très bonne question. On dirait que c'est Lolo qui l'a écrit, celle-ci. Alors, un truc qui nous manque, des gants. C'est le seul truc qui nous a manqué jusque-là, j'ai Quand je l'ai l'impression. écrit la question, on était loin. On était loin. On était loin et il n'y avait pas encore le problème des gants. Et donc, ouais, il manque les gants. Après, 90 litres, c'est beaucoup. Nos sacs, ils font entre 15 et 22, 23 kilos. Ce qui est très lourd. Or, on nous dit tout le temps, prenez... souvent, les conseils qu'on nous a donnés avant de partir, c'est prenez un sac qui fait 20% votre poids. Donc, étant donné que je fais 80 kilos, 85, bon, ça c'est pour les inside, il aurait dû être autour de 15 kilos. Là, mon sac, il fait 22. Mais les conseils qu'on nous donne, c'est pour faire des treks. En fait, on a rarement notre sac 4, 5, 6 heures sur le dos.
rarement quand même. On est beaucoup dans les voitures, donc c'est lourd à porter, à mettre sur son dos, mettre dans le coffre et tout, mais en vrai, c'est pas si lourd que ça. Et il faut savoir aussi qu'on a énormément de matériel. On a tout ce qui est SAP et tout, mais pour faire des vidéos, on a 2 trépieds, on a des micros, on a un drone, on a des trucs que normalement tu prends pas quand tu fais un trek, tu vois, et que nous, dans l'idée, comme on veut créer beaucoup de contenu sur les 160, 180 jours de voyage, on a plus de matériel. Je sais que moi, mon sac, les 90 litres, ils sont comment dire, ils sont optimisés, ils sont rentabilisés. Ouais, mon sac est rempli en vrai. Après, Lolo. Moi, c'est vrai qu'il est un peu plus léger, mon sac. Mais en vrai, ouais, après, il y a la tente. En fait, la vérité, c'est que grâce à ce sac-là, là, on pourrait faire tous les jours en tente. Si on voulait dormir tous les jours dans une tente, on pourrait le faire. On n'aurait pas de problème avec le sac. Ce problème, ça aurait été de laver les affaires, bien évidemment. Mais là, en vrai, le sac, il est cool. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, à part des gants. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Ouais, on s'est jamais rien dit qu'il nous manquait un truc ou on était... Là, on a tout et c'est cool. En vrai, le sac est bien, 90 litres, c'est cool. Après, c'est sûr que c'est lourd. Le sien est plus lourd que le mien. Après, oui, c'est vrai que ce que tu disais, là, vous allez arriver dans des pays un peu plus chauds, donc tous vos grosses doudounes, etc., faut bien qu'elles fit dans le sac C'est aussi ça. à un moment donné. Parce que donc, moi, j'ai de la place dans mon sac, mais je sais qu'avec ma doudoune, mon pull et un pantalon, et si on met un short et un t-shirt, le sac il va être rempli, quoi. c'est ça. Ouais, en effet. Donc voilà. Mais très bon investissement, le sac de 90 litres. Si vous partez sur un projet de malade, prenez un sac, un gros sac. Franchement. Et le Ford Class 90 litres plus 80 plus 10 ou 90 plus 10 de Decathlon, il est top. On attend les partenariats avec Decathlon. Décathlon, On s'il est vous full plaît. Decathlon. Ok, très bien. Alors, niveau hygiène, comment ça se passe lavage de vêtements, Lavage de dents, déjà. lavage de dents, douche et fréquence de changement de sous-vêtements, chaussettes, Alors déjà par exemple. pour commencer, on a acheté des vêtements chez Decathlon aussi, en laine de mérinos. Alors la laine de mérinos, c'est un vêtement marketingment parlant. Bah, après c'est prouvé, tu peux garder pendant plusieurs jours, qui retient pas les mauvaises odeurs, en gros. Donc on a des caleçons, des chaussettes et des t-shirts. Enfin perso j'ai ça. Lui je crois qu'il a rien, mais il fait comme si c'était de la laine de mérinos. Et donc au final, en vrai le caleçon, je sais pas si je dois le dire. En vrai le caleçon il peut faire 3 jours. Hein. Ouais, Ça va. 3, 4. Ouais, voire 5. La semaine. En vrai, le caleçon peut faire 3, 4, 5 jours. Après, ça dépend, surtout, là par exemple, on est à Almaty, on est posé, on a le temps de faire une machine et tout. Mais quand on a fait de Ouzbékistan jusqu'à Bishkek, capitale de. Non, Ouzbékistan jusqu'à Samarkand, donc on a traversé 2000 km dans le désert ouzbek, là, tu peux pas trop prendre de douche. On en a pris ou pas? Je sais même pas, tu vois, par exemple. On était avec Ziné. On est avec Ziné, on n'avait pas pris de douche. On n'a pas pris de douche. Tu te changes un peu, mais quand la veille tu te mets rapta avec le collègue et que t'en mets partout à 5h du mat, bah ton t-shirt, si c'est le dernier qui est propre, autant te dire Il va qu'il falloir faire avec. y a encore des traces sur mon t-shirt, quoi. Et voilà, après pour les douches, tu peux répondre en même temps. Pour les douches, en vrai, c'est rare. Là, on parlait avec Zinedine. On n'a pas pris de douche pendant 3 jours, je crois. Ça va. Ça 3 va, jours, ça va. Ça commençait à sentir fort hein, dans le camion. Mais à part ça, je crois qu'on prend des douches presque tous les jours. Ouais, dès qu'on est à l'hostel. Ouais, en fait, Dans l'hostel, on... douche. Ouais. Et on dort pas trop en tente parce que là il fait très très froid. Ouais, on dort de moins en moins en tente. On a dormi 5 fois en tente. Non, c'est ouais. que t'es gentil même, je crois. 3 fois en tente. Ouais, 4. 4. Disons 4. Je l'accorde. Disons 4 pour la commune. Et après ça, donc le matin on prenait pas de douche, on faisait une petite toilette à base de lingettes et de ce qu'on avait dans les sacs. Mais vérification de filmage. Bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc ouais, ces matins-là on prend pas de douche, mais le soir même on a besoin de se requinquer, même recharger l'hôtel, donc on finit forcément à l'hostel. Donc là, le premier truc qu'on fait, c'est prendre une douche. Donc c'est rare quand même les jours où en termes d'hygiène c'est compliqué. Ouais, c'est plus après laver les vêtements. Ouais. Parce que même à des moments on arrive tard le soir dans une auberge et on doit repartir tôt le matin. Alors va laver tes vêtements à 22h, ça se fait, mais est-ce qu'ils vont être secs
à 8h du mat, en sachant qu'on se lave jamais à 8h du mat. Non, mais surtout qu'il fait moins 10 degrés la nuit, donc comment tu veux que tes vêtements ils sèchent? Donc voilà. Là, on a pu faire une machine. On est Vous êtes à bien propre. pendant un mois là. Ouais, jusqu'à la fin du prochain c'est pays, bon. je pense. Donc voilà. En termes d'hygiène, je pense que c'est tout. Hein. Ok. Et attends, on a combien de vêtements aussi? Ça peut être intéressant à peut-être préciser. Enfin, on a, je crois, On a 4 caleçons chacun. Mais vu qu'on en a un qui est parti, qu'on a oublié quelque part. Ouais. On a 3,5 caleçons chacun. Voilà. Un qu'on partage. On a 3-4 t-shirts. Ouais, on a 4-5 paires de chaussettes. Voilà, et je crois qu'on a 2 pantalons chacun. Ouais. Moi, j'ai pas d'affaire pour l'été encore. Enfin, j'ai des t-shirts, mais j'ai pas de short ou quoi. Stratégie de pas avoir mis une sable de 50 grammes dans mon sac. Mais là, on arrive dans les pays chauds bientôt et il va falloir acheter un petit short, quoi, histoire d'être frais en faisant du stop. Parce que le jean noir en Thaïlande sous 40 degrés, Oh. avec un sac de 20 kilos sur le dos, compliqué. Voilà. Ok. J'espère que vous appréciez l'équipe, ce petit podcast. Ah, par contre, on a été. En termes de dentifrice, ça a été chaud. Le dentifrice, les gars, on l'a serré pendant 3 semaines. On arrivait, on volait à l'auberge du dentifrice, même le shampoing. On a acheté le shampoing après 55 jours de voyage quand même. Mais voilà. Et j'ai une brosse à dents, la Engel, Lucas il peut vous le dire. Frérot, la brosse à dents, c'est. Très stylé, Claude, là, il va Je te jure. Ok. Yes. Ok. Alors, dans quel pays vous avez le plus kiffé faire du stop? C'est sa question, ça. Non, c'est pas ma question. C'est ma question. C'est ta question. Je crois que c'est ta question. Et derrière, si vous voulez en plus rajouter un souvenir marquant ou une personne marquante en plus, peut-être. C'est une bonne question en vrai, dans quel pays on a kiffé faire du Manu, stop. elle veut que qu'on dise Manu. Non. Manu, elle veut que qu'on dise son Qui on la blaze. met en avant? Non, Elle fait pas des- du tout. Si, si. On dirait à 3. Le meilleur pays pour faire du stop. Le Ah. meilleur pays pour faire du stop, mais je sais même pas quoi dire. Vous en allez vrai. peut-être même pas dire le même. Ouais, c'est galère en vrai. En vrai, tu sais quoi, je vais te dire, vas-y. Attends. La question, en Vas-y. fait, on l'a fait tout le temps. Ouais. Et à chaque fois, on change de réponse. Ouais. Vas-y. Vas-y. 3, 3, 2, 2, 1. 1, Ouzbékistan. T'as dit j'ai Turquie Ouais, j'ai dit Turquie. Et Ouzbékistan? Moi, j'ai Pourquoi dit et pourquoi? Ouzbékistan. Vas-y, tu commences avec l'Ouzbékistan. Alors, faut savoir, du coup, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'Ouzbékistan, on l'a traversé en 3-4 jours avec Zinedine. Donc, en soi, Zinedine qui est le camionneur, vraiment la personne du voyage. qu'on a rencontré à la douane entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. C'est ça. Et c'est lui qui nous a fait faire tout l'Ouzbékistan. Donc en fait, quand je dis meilleur pays pour faire du stop, c'est juste qu'on a rencontré une des personnalités phares maintenant de la chaîne et que ça a été très simple. On n'a pas vu tant de monde que ça en soi, en Ouzbékistan. On n'a pas été pris en stop plus qu'en Turquie par exemple. Mais c'est vrai que c'était très simple. Et en plus avec Ziné, c'était des souvenirs incroyables. Donc, ouais. Ouais. Et Moi- la Turquie? Ouais, la Turquie. Déjà, la Turquie. En fait, je comprends pourquoi il choisit l'Ouzbékistan. C'est aussi peut-être mon premier choix en même temps à égalité avec la Turquie et l'Albanie. Mais l'Ouzbékistan, on n'avait pas trop de visibilité sur le pays. La Turquie, c'est différent. Et la Turquie, tout le monde nous disait, ouais, c'est trop facile de faire du stop. Genre, tu te mets sur le bord de la route, tout le monde s'arrête. Alors que ça, c'était plus en Ouzbékistan. Ouais. En Turquie, on a vraiment galéré sur certains endroits. Mais au final, on a eu aussi des choses vraiment très marquantes en Turquie. Où, au début, on a un peu galère pour sortir d'Istanbul, pour sortir des premières villes, Izmit aussi. Et après, quand on est allé à Cappadocia, on est tombé sur un gars qui nous a pris dans une Peugeot 308. Le mec, il jouait au casino sur son téléphone en ligne. On a failli manger la bande d'arrêt d'urgence. Tu vois, ça, c'était marquant aussi. Le gars nous dépose, il perd 400 balles sa main. Après, il en refait une. Et il me dit, par contre, cette fois-ci, tu me tiens le volant pendant que je joue, tu vois. Ouais, c'était lunaire. Ça, c'était lunaire. Après, on va à Cappadocia. On passe une super journée là-bas. Déjà, la Turquie, c'était magnifique. Et en repartant de Cappadocia, on tombe rapidement sur un camionneur turc. Déjà, on tombe sur un Belge français qui nous dit en pleine ville, ouais les gars, ça te dit quoi, ça va où? Truc lunaire, t'es en Turquie. Et après, on tombe sur un camionneur, enfin sur une bande de camionneurs iraniens qui nous prennent dans le camion. Et là, on a passé une nuit avec eux où ils nous ont laissé dormir dans un camion à deux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 lits dans chaque camion.
Et ça, c'était vraiment trop cool. Après, on allait à Erzurum, c'était super facile. On marchait pour aller dans la ville. Il y a une voiture qui s'est arrêtée pour nous prendre en stop. Ils nous ont amenés dans l'endroit un peu famous de la ville, avec vue sur les montagnes, etc. Ils nous ont payé notre thé. Après, on est reparti à Trabzon super facilement. Après, on a rencontré des Français à Trabzon aussi, à une station-service. On a galéré un peu pour sortir. Trabzon, c'était bizarre. Mais c'est vrai que la Turquie, c'était vraiment incroyable en termes de stop. Et c'était pour le coup plus difficile que l'Ouzbékistan où il n'y a qu'une route. Et donc du coup, tu fais du stop, t'as tous les camionneurs qui passent et les camionneurs, ils te prennent en stop, quoi. Donc, je pense que la réponse à la question quel est votre meilleur pays, je pense qu'on est corda sur la Turquie, je pense. Parce qu'en plus, c'est un pays vraiment, il est immense. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps, on a rencontré beaucoup de gens, on a dormi chez des Français adorables, des abonnés. Gros big up à Audrey et Camille. Et c'était excellent, on a rencontré des gens incroyables et on a vraiment pu passer beaucoup de temps là-bas. Or, si on découpe, on a fait genre 17 pays en 50 jours, donc ça fait, on passe jamais plus de 2-3 jours dans les mêmes pays. Là, en Turquie, on a vraiment passé beaucoup de temps. Donc c'est pour ça aussi que c'est un de nos pays préf, parce qu'on a pu voir plein de paysages différents, rencontrer énormément de monde, et donc c'était vraiment top. Voilà. Trop cool. Donc ça, c'était tous les points positifs. Et est-ce que du coup, il y a du négatif ? Est-ce que là, à l'instant T, vous retireriez quelque chose du voyage ? Et si oui, quoi ? Et pourquoi ? Lorenzo, peut-être. Peut-être Lolo. En vrai, tu retires rien, parce que tout ce qui nous est arrivé, ça fait partie du voyage, et tant qu'on s'est pas fait couper un doigt ou on n'a pas perdu un rein, en vrai, la vie est belle. Pour l'instant, ça va. Après 10 doigts, c'est surcoté. Mais non, après il y a eu des pays qui étaient vraiment galères, certes. Genre par exemple la Grèce, qui était un pays, c'était l'horreur pour faire du stop, personne nous prenait, on avait beau attendre 7 heures à un spot, et même en Croatie aussi. La chance qu'on avait là-bas, c'est qu'il faisait chaud et qu'il pleuvait pas. Parce que galère dans un pays, s'il pleut énormément et qu'il fait froid, genre les pays en ce temps-là, laisse tomber l'horreur. Et donc voilà, au final, on était un peu frustrés, un peu énervés, mais bon, c'était... C'est vrai que quand on était bloqué en Croatie, on se disait, mec, mais en fait, ça va prendre tellement de temps le trip. Parce qu'on pendant 24 heures, on a fait 10 km, quoi. Donc on s'est dit, mais en fait, comment tu vas arriver déjà en Turquie, ça va être dans longtemps. Et au final, c'est la beauté de notre trip, c'est que c'est dur à un moment. Et en fait, quelqu'un te prend, t'avances de 10 bornes et juste dans ton mindset, ça te reset et tu redeviens positif. Parce que tu sais que t'as passé ce moment qui était un peu difficile. Et c'est aussi une métaphore de la vie, quoi, tu vois. Toujours focus, keep going, les gars. Et pour rajouter un petit truc, ce que Lolo disait sur le fait de... T'enlèves rien, même les problèmes et tout, tu les enlèves pas parce que ça fait partie du trip. Typiquement, un des moments les plus durs où vraiment ça nous a atteint mentalement, c'est quand on s'est fait recal pour sortir de la Russie. Ils nous ont recal à la frontière en nous disant non, vous restez en Russie, et qu'on a dû prendre un avion pour traverser la mer Caspienne. Et là, plein de fois, on s'est dit, putain, en vrai, on aurait dû mieux faire les choses, plus regarder. On aurait pu éviter toutes ces emmerdes, même perdre 600 € de billets d'avion. Mais en fait, tout ça, ça nous amène on arrive à Aktao. Il y a une famille adorable qui nous prend, qui nous fait traverser le Kazakhstan, qui nous amène en Ouzbékistan. Et là, on rencontre Ziné. On passe 4 jours avec Ziné, c'est incroyable. C'est les meilleures vidéos de la chaîne, presque les meilleurs moments de notre voyage. Et tu vois, tous ces petits trucs font que en fait, tu découvres des personnes incroyables. Ça se trouve, si on avait fait le chemin classique, on serait arrivé 4 jours avant à l'auberge, on n'aurait pas rencontré Manu. Enfin, tout ça, en fait, tu vois. Tous ces petits trucs de... tous les gens que tu rencontres, finalement, tu les aurais pas... Tu aurais rencontré d'autres personnes, tu aurais vécu d'autres trucs. Mais là, tout ce qu'on a vécu, c'est parce qu'on a galéré à un moment, parce qu'on a eu de la chance à un autre. Et c'est que des histoires de timing. C'est l'effet papillon, comme quoi. Exactement. Voilà. C'est beau. Belle transition pour une nouvelle question. Belle transition pour une nouvelle question. Eh bien, écoutez, là, moi, j'arrive à la dernière question de ce que j'ai noté. Okay. Ce soir, vous arrivez en Inde. Qu'est-ce qu'on en pense de l'Inde ? Comment vous imaginez le pays ? Est-ce que vous avez des peurs ? En toute transparence, comment ça se passe ? Alors déjà, les gars,
Déjà, on a imprimé nos visas, ça demande une photo sur le papier qu'on a imprimé. Autant vous dire qu'on n'a pas de photo, je sais pas comment on va faire, mais ça sent la même galère qu'en Russie. Ça sent le bourbier. C'est pas un pays en guerre, mais ça sent le bourbier, ça pue le bourbier. Moi, j'ai peur déjà du pays, des gens, ils sont 1 milliard. Le pourcentage de personnes, s'il y a juste 0,1% de mecs chelous, imagine juste le nombre de personnes que ça fait. Donc ouais, moi perso, j'ai peur. Et ouais, je suis dans mon état d'esprit, je suis prêt là à aller à partir au charbon là-bas, quoi. Et faire des choses voilà, inimaginables. Vivre comme un crocodile en Amazonie, quoi. Donc non, en vrai, ça fait... En fait, on connaît pas. La vérité, là c'est full préjugés. Et depuis le début, on a que des préjugés. Et au final, on kiffe trop. Mais là, l'Inde, c'est maxi préjugés. Nuages de pollution de malade. 40 fois supérieur au seuil maximal de pollution donné par l'OMS. Donc en gros, voilà, tu vas vraiment en Inde, là, tu risques ta vie, même pas avec les Indiens, là, c'est juste avec la pollution. Mais après, voilà, pays de fous, culture de malade. Je pense que c'est peut-être le pays qui a eu de la culture la plus opposée à notre culture en tant que Français. Jusque-là dans le trip. Jusque-là dans le trip, et même je pense que de tous les pays qu'on va faire, la Chine, peut-être que c'est une dinguerie aussi, mais c'est quand même un pays en vrai qui est développé. La Chine, l'Inde aussi, c'est quand même très développé, mais je pense qu'il y a moins cet écart entre la haute caste et la caste vraiment en bas, où les gens, je pense, pour vivre, ils doivent faire des trucs pas beaux, quoi, pour gagner de l'argent. Donc voilà, de mon côté, c'est ça, l'Inde. Mais après, j'ai des potes indiens, excuse-moi, et ils sont tous trop gentils, et ils m'ont tous dit, l'Inde, tu vas trop kiffer, avant que je parte. Et là, depuis qu'on est parti, on rencontre des mecs, et ils nous font tous peur. Le gars dans la chambre... on a un Indien dans l'auberge avec Manu et nous, et le mec il nous dit vous passez par où pendant votre trip? Il dit haha, là-bas les mecs ils sortent des flingues et ils tirent. Mais comment ça, tu veux me rassurer, frérot? Jack, je me fais dessus là. La question que je posais, c'est est-ce qu'ils tirent sur les touristes? C'est la victime. Quoi ajouter? En vrai, je suis plus optimiste. Genre, j'ai moins peur de l'Inde parce que parce que ce truc au début on a des préjugés. Typiquement en arrivant dans les pays en ce temps, on n'a pas de préjugés par rapport aux gens et tout, mais juste en fait on connaît pas. On sait pas quelle est la politique là-bas, comment ça se passe, les gens comment ils sont. En fait on n'a aucune idée, on parle rarement aux infos en France de l'Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan. À part quand il y a un attentat, voilà. Qui a fait un attentat en Russie, par exemple au Tadjikistan, je crois que c'était... Tu vois, c'est ça, à part quand il y a vraiment un truc... c'est que des mauvaises nouvelles, quoi. Quand on te parle du Kyrgyzstan, c'est que quand il s'est passé une dinguerie. Il n'y a jamais de Kyrgyzstan, un des plus beaux pays du monde, tu vois. Or, c'est le cas. Ouais. Et c'est dommage qu'on nous en parle pas. Et on avait ces préjugés, c'est pas des préjugés, c'est juste on arrive dans un inconnu le plus complet, on est en mode est-ce que les gens vont te prendre en stop, est-ce qu'ils vont être sympas, est-ce que par rapport aux touristes, comment ils sont. Et finalement ça s'est trop bien passé, que des gens adorables, ils te prennent en stop hyper facilement. Donc c'est pour ça que là, l'Inde, j'ai moins de peur en me disant que ça va être pareil. En fait, on va découvrir une belle culture, des gens cool, les gens qui vont s'arrêter, ils vont juste être contents de prendre dans leur voiture de touristes. Moi je te rejoins sur le premier point, là, le point de monter dans l'inconnu. En vrai, la Russie, moi, j'avais pas peur. Perso, je me suis dit... En fait, je me dis, plus on est proche de l'Europe, plus ça va. Surtout la Russie, ok, il y a des tensions, et c'est étatique, etc. Et les pays en ce temps, je sais pas, je savais que c'était des pays qui étaient magnifiques, où il y avait quand même du tourisme, etc. Et que c'est quand même l'islam dans ces pays-là. C'est plutôt des religions... c'est hyper safe. C'est safe, c'est des religions où ils sont très dans les valeurs avec les humains, etc. L'Inde, c'est une autre religion, ouais. C'est totalement d'autres choses. Après, je crois qu'il y a des musulmans en Inde, si je dis pas de bêtises. Mais ça m'inspire beaucoup moins confiance, l'Inde, que les autres pays qu'on a fait, même en termes de... Enfin, de tout ce que les gens nous disent, c'est ouais, fais attention à ce que tu manges dans la rue, ouais, fais attention à la pollution, ouais, fais attention quand tu marches, c'est des mecs qui vont venir pour te demander de l'argent. Et en plus, quand t'es touriste, ils te demandent 10 fois plus. Mais comment ça? Ça veut dire que quand t'es local, t'es obligé de donner de l'argent à un mec qui vient de gratter des sous dans la rue. Alors, tu vois, pour nous, c'est super loin. Et même tout à l'heure, ce que je te disais, c'est ils ont dans leur culture, quand il y a un mort, ils prennent les cendres et t'as des mecs dans le sud du pays qui se foutent les cendres sur eux, qui boivent du sang et tout. Mais ça, c'est dans leur culture et tout, tu vois, où ils brûlent des corps dans les rues. T'as des gens qui nous disent, ouais, par contre, en Inde, tranquille, si tu vois un mort par terre, genre vraiment, t'inquiète pas parce que c'est normal pour eux. Frérot, c'est lunaire de me dire ça, tu vois.
Moi j'ai peur d'un cheval, hein, donc je vois un mort, tu vois, un cheval virement, j'ai peur, mon loup. Ça veut dire, là c'est vraiment le pays du... ça va être vraiment l'opposé de ce qu'on connaît. Mais après, voilà, ça se trouve, ça sera un grand kiff, et je pense que ça va être un kiff. Et pour rajouter, ça, je trouve ça hyper intéressant, les religions et tout. Ce dont tu parlais, là, la plupart des pays en ce temps qu'on a fait, on est passé beaucoup par des communautés musulmanes. Et je sais pas si tu avais ce ressenti, mais je me sentais tellement à la maison. Je suis pas musulman, je suis athée, je suis baptisé, mais enfin bref. Je suis pas croyant ni pratiquant, etc. Mais tellement la bienveillance, l'accueil, etc. Genre, tu vas quelque part, tu parles avec un mec comme ça, et il y a tous les potos qui arrivent, ils te serrent la main et tout, ils sont en mode dans l'entraide de ouf, là, la solidarité. La bienveillance, l'entraide, c'est vraiment des gens qui sont purs et qui veulent juste... T'as l'impression qu'ils veulent t'aider, quoi. C'est des communautés qui sont super gentilles et en plus de ça, ils sont trop contents de voir des Français dans leur pays. Parce que peut-être qu'ils en voient pas assez ou quoi, mais c'est des pays qui sont super safe et où il devrait y avoir plus de tourisme aussi. Parce que c'est des pays qui sont trop beaux et vraiment, encore une fois, safe. À part en Ouzbékistan, il y avait une alerte à la bombe, mais Bon, c'est rien. ça c'est rien, tu vois. Il s'est rien passé au final. Mais pays de malades, et gens trop cool, accueillants, et ils te donnent tout, et ils t'invitent, ils te payent et tout. Dans la rue, les gens, ils te serrent la main. Ils disent bonjour, ils sont trop contents de te voir, tu vois. En vrai, si vous êtes français et que vous écoutez ce podcast-là, les gars, bon, normalement, il y aura que des Français, il n'y aura pas d'Indiens qui vont écouter ce podcast. Mais allez dans ces pays-là, et en vrai, je pense que tu reviens en France, t'es changé. À part si tu vas à Samarcande et tu restes une semaine dans un hôtel 5 étoiles et que tu parles pas avec des locaux. Mais si tu pars dans un délire de voyager le pays, faire un peu de stop, parce qu'en vrai, là-bas, le stop, c'est une religion dans le sens où il n'y a pas de bus. Il n'y a pas trop de taxis, enfin, tout le monde est taxi en fait. Toi, demain, tu vas acheter ton pain, sur la route, tu vois un gars, le mec, il est sur le bord de la route, il met même pas sa main, son pouce ou quoi, c'est comme si c'était un arrêt de bus, mais c'est pas un arrêt de bus. Et ils peuvent te prendre en stop pour faire 10 minutes de voiture, et tu vas payer 1 euro, un truc comme ça. Donc trop cool, les gens trop sympas et trop contents de voir des Français à chaque fois. T'as quelque chose à rajouter, mon loup ? Je crois qu'on est pas mal, hein. La messe est dite. Je vais vérifier où on en est, à combien de temps on récupère. En tout cas, 37 minutes d'os. ouais, on peut dire au revoir, gentiment. Je pense que déjà on peut vous remercier Ouais, vraiment un grand merci déjà d'avoir écouté 37 minutes de podcast. Hein. si vous l'avez fait. Si vous êtes là, normalement, Au bout de 5 minutes, ils ont arrêté, je pense. Mais en vrai, trop cool. 35 000 followers sur Instagram, les followers sur TikTok, tous les messages qu'on reçoit, c'est trop gentil. Et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast-là, c'est parce que vous nous posez trop de questions à chaque fois. Trop, en vrai, vous êtes relou. La vérité. Bon. Et que sur des vidéos Insta de 2-3 minutes où tu veux être un peu dynamique, c'est compliqué d'évoquer ces différents sujets-là. Ouais. Donc en espérant que sur ce podcast-là, on aura répondu à vos différentes questions. Et on fait un maximum de live, des trucs sur TikTok, sur Insta. Et on voit les questions qui reviennent. Et là, c'est quand il y a 150 personnes sur live, donc ils demandent, et 2 secondes après, il y a 150 autres personnes, c'est des roulements, on nous repose les mêmes questions. Nous, ça ne nous dérange pas, on kiffe même être avec vous, faire des lives, répondre aux questions et tout. Mais là, comme ça, on met un peu plus de contexte, on a le temps d'expliquer, et c'est un truc qui reste, quoi. C'est pas un live, tu le regardes et ensuite ça se barre. Donc voilà. N'hésitez pas, dans les commentaires, à poser un maximum de questions, toutes les questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde. Ouais, putain. Dans le podcast 2. Comme ça, voilà, on a un peu de contenu et on peut répondre à toutes vos questions, les loups. Merci à tous. Merci on va rendre l'antenne parce qu'il y a émission juste après. Je pense qu'on peut applaudir Manu. Ouais, merci Manu. Manu qu'on va lâcher dans 30 minutes. On va aller prendre notre avion. Et merci pour cette première, monsieur. Ça m'a fait plaisir. C'est cool. Très bien. Merci Manu. Ouais. Et les gars, abonnez-vous, activez la cloche. Partagez la vidéo. Et en vrai, c'était une dinguerie. C'était l'épisode numéro 1 du podcast En Stop Poto. Et on fait des bisous l'équipe. Le mot de la fin ? Polystyrène. Voilà. Clic.